Chunk 1. Martin Scorsese a réalisé un jour un film si puissant que le patron du studio s'est vanté de l'avoir détruit. C'était en 2002 et Scorsese avait mis toute son âme dans un chef-d'œuvre épique. Mais lorsque la mauvaise personne l'a vu, elle a tailladé sa vision. Ce qui a été coupé n'était pas seulement des scènes, c'était le cœur de l'histoire. Scorsese a déclaré plus tard qu'il ne voulait plus jamais faire de film de cette façon. Depuis plus de 20 ans, cette version originale et vieillisse est restée cachée. Et aujourd'hui, nous révélons enfin ce qu'ils ont tant essayé d'enterrer. Martin Chaucer Charles Scorsese est né le 17 novembre 1942 à Flushing, Queens, New York. Ses parents travaillaient tous les deux de longues heures dans le quartier des vêtements, juste pour survivre. Son père repassait les vêtements. Sa mère cousait des tissus comme couturière. Ils vivaient dans un quartier ouvrier et gagnaient à peine de quoi s'en sortir. Leur nom de famille était à l'origine Scosi, qui signifie écossais en italien, mais une erreur lors de l'immigration l'a changé en Scorsese. À l'âge de 3 ans, Martin a commencé à souffrir de graves crises d'asthme. Son état était si grave qu'il ne pouvait pas jouer dehors ou se joindre à d'autres enfants. Il devait dormir dans une tente médicale spéciale à l'intérieur du petit appartement familial. Mais au lieu de le plaindre, sa famille en a fait autre chose. Ses parents et son frère Anne et Frank ont commencé à l'emmener constamment au cinéma. Il ne pouvait pas courir, mais il pouvait rester assis et regarder. Et il regardait donc tout. À l'âge de 11 ans, il dessinait déjà des storyboards complets pour des films qu'il n'avait même pas réalisés, comme une gigantesque épopée intitulée The Eternal City. Il étudiait les films comme un scientifique. L'un de ses films préférés était Les Contes d'Hoffmann, qu'il louait sans cesse au magasin local. Une seule autre personne louait régulièrement ce même film. Un jeune réalisateur de films d'horreur nommé George A. Romero. Scorsese ne se contentait pas de regarder des films. Il décomposait chaque plan de caméra, chaque coupe, chaque mouvement. L'asthme qu'il avait autrefois retenu prisonnier entre 4 murs l'avait discrètement transformé en cinéaste. Chunk 2. Quand il avait 7 ans, tout a de nouveau changé. Sa famille a été expulsée de sa maison dans le Queens après une violente dispute entre son père et leur propriétaire. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Charles Scorsese avait des liens avec la mafia. Ce n'était pas le cas, mais il aimait porter des vêtements tape à l'œil et la femme du propriétaire avait développé des sentiments pour lui. Ce drame a explosé et s'est terminé par l'expulsion de la famille de sa maison. N'ayant nulle part où aller, ils ont emménagé avec les grands-parents de Martin dans un appartement surpeuplé de la rue Elizabeth dans le Lower East Side. C'est là que Martin a vu pour la première fois la violence réelle de la rue et le pouvoir que la mafia avait sur un quartier. Il se souvenait que certaines personnes qui donnaient des ordres ne portaient pas d'insigne, mais il fallait quand même faire ce qu'elles disaient. De sa fenêtre, il a vu des choses se dérouler qui sont ensuite devenues des scènes entières dans ses films. Quand il avait 10 ans, son père l'a emmené voir un film intitulé The Magic Box. Il s'agissait de l'histoire du cinéma. Martin s'est sorti du cinéma et a dit « C'est la première fois que j'ai compris ce que sont les films et je n'ai plus jamais été le même depuis. » Mais poursuivre ce rêve n'était pas facile. Sa famille n'avait pas d'argent. Alors Martin a accepté de petits boulots juste pour être près des cinémas. Il est devenu ouvreur. Il nettoyait le pop-corn. Il faisait tout ce qu'il fallait. Et en travaillant, il a pu regarder plus de films gratuitement. À 12 ans, il dessinait déjà des storyboards détaillés et mettait son propre nom au générique. Réalisé et produit par Martin Scorsese, apparaissait déjà sur papier bien avant d'apparaître sur grand écran. À 14 ans, Martin pensait avoir une vocation différente. Il s'est inscrit au Cathedral College, un séminaire à Manhattan. Il croyait honnêtement que devenir prêtre était la meilleure façon d'être sauvé. Mais la puberté, la musique et la tentation l'ont frappé en même temps. Il s'est laissé distraire par les filles. Il est tombé amoureux du rock'n'roll. Ses notes ont chuté. Il a même fait entrer des filles en douce dans les dortoirs. Cela lui a valu d'être expulsé en moins d'1 an.
il avait échoué à devenir prêtre. Chunk 3. Ce rejet spirituel l'a profondément ébranlé. Mais au lieu d'abandonner, il a redirigé cette énergie spirituelle vers autre chose. Il a déclaré plus tard que la réalisation de films était devenue sa nouvelle façon d'exprimer ses convictions. Des thèmes comme la culpabilité, la rédemption et le conflit intérieur ont commencé à apparaître dans son travail à partir de ce moment-là. En 1960, il a renoncé définitivement à la prêtrise et s'est inscrit au programme de cinéma de l'Université de New York. 3 ans plus tard, il réalise un court-métrage étrange de 9 minutes intitulé « What's a nice girl like you doing in a place like this ». Il n'a coûté que 3 000 $ à réaliser. Le film était bizarre. Il s'agissait d'un homme piégé à l'intérieur d'une photographie. Les gens pensaient que Scorsese avait perdu la tête, mais ses professeurs ont vu autre chose. Ils lui ont remis le prix Jesse Lasky Jr. du scénario. Ce petit film étrange avait déjà tous les signes de ce qui allait suivre. Des hommes nerveux, de l'obsession et un travail de caméra précis. En 1964, alors qu'il n'avait que 22 ans, il réalise un autre court-métrage intitulé « It's Not Just You, Murray ». Il s'agissait essentiellement d'une répétition générale de Goodfellas 26 ans plus tôt. Ce court-métrage montre un petit gangster se vantant de son succès, tout en étant volé et trahi sans même s'en rendre compte. Scorsese a utilisé des arrêts sur image, des coupes franches, une voix off et des montages rapides, les outils exacts qui allaient définir plus tard son style. Il l'a filmé à Little Italy avec de vrais habitants et des étudiants acteurs. C'était brut, c'était rapide, c'était déjà l'ADN de son futur travail. En 1965, il rencontre un autre étudiant de l'Université de New York, Harvey Keitel. Ils étaient tous les deux fauchés et partageaient un petit appartement pour seulement 40 $ par mois. Ensemble, ils ont commencé à travailler sur Who's That Knocking at My Door? Il a fallu 3 ans pour le terminer. Il n'avait pas ça d'argent. Le mentor de Scorsese, Haig Manoogian, croyait tellement en lui qu'il a hypothéqué sa maison pour réunir 75 000 $ afin de financer le film. Ce film explorait la culpabilité, le sexe, la religion et la honte d'une manière dont Hollywood n'était pas prêt. Il y a une scène où le personnage de Kit Lee apprend que sa petite amie a été violée et il la rejette pour cela. C'était d'une honnêteté brutale. Certains cinémas ont refusé de le projeter, mais il a également marqué le début d'un partenariat qui allait durer 5 décennies et produire 8 films ensemble. Chunk 4. En 1969, Scorsese avait besoin d'argent et a accepté un emploi d'assistant monteur sur un documentaire sur Woodstock. Il gagnait seulement 150 $ par semaine, mais quelque chose s'est produit pendant le montage. Il a synchronisé les coupes de caméra avec le rythme de la batterie de Keith Moon pendant le concert des Who. Cette technique est devenue plus tard l'une de ses marques de fabrique. Tout en travaillant sur ce film, il s'est également retrouvé pris dans le mouvement anti-guerre du Vietnam. Il s'est même rendu à Washington, D.C. pour filmer des manifestations et des attaques au gaz lacrymogène. Il a pensé à abandonner complètement le cinéma pour devenir un militant à plein temps. Mais le montage qu'il a réalisé sur Woodstock était si bon qu'il a remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Et Scorsese, à seulement 27 ans, a eu son premier avant-goût des récompenses hollywoodiennes. 1 an plus tôt, en 1968, il avait écrit un scénario intitulé « Season of the Witch » qui est devenu plus tard « Mean Streets ». Tous les studios l'ont rejeté. Un dirigeant a déclaré que c'était une ordure immonde sur des criminels italiens. Scorsese était fauché. Il montait des films à petit budget pour 50 $ par jour juste pour survivre. Il mangeait de la pizza bon marché. Il vivait de café. Il dormait parfois dans la salle de montage. Mais pendant ces 5 années difficiles, il a appris tous les aspects de la réalisation de films, du son à la couleur. Alors, quand il a finalement pu réaliser Mean Streets en 1973, il était prêt. 1 an plus tôt, en 1972, Roger Corman lui a donné 600 000 $
et 24 jours pour tourner un film intitulé Boxcar Bertha. C'était un film d'exploitation rempli de violence, de nudité et de courses-poursuites en voiture. Mais pendant le tournage en Arkansas, l'actrice Barbara Hershey lui a donné un livre intitulé « La dernière tentation du Christ ». Ce moment a semé la graine de ce qui allait devenir le film le plus controversé de Scorsese des années plus tard. Quand Mean Streets est sorti en octobre 1973, il a époustouflé tout le monde. Il n'a coûté que 500 000 $ à réaliser et a rapporté 3 millions de dollars. Les scènes de combat du film provenaient directement des bars de Little Italy. La performance de Robert De Niro dans le rôle de Johnny Boy a remporté plusieurs prix de la critique. Le film était si brut et réel que la Bibliothèque du Congrès l'a ensuite placé au National Film Registry. Du jour au lendemain, Scorsese est devenu un nom sérieux dans le monde du cinéma. Mais seulement 5 ans plus tard, en 1978, il a failli mourir. Chunk 5. Déprimé et rejeté à nouveau par Hollywood, il s'est tourné vers la cocaïne. Au festival du film de Telluride, il a pris un mauvais lot qui a clashé avec ses médicaments contre l'asthme. Il s'est effondré et a commencé à cracher du sang. Les médecins ont averti que son cerveau était sur le point d'être victime d'une hémorragie. Il ne pesait que 41 kilos. Dans une interview à Cannes, il a marmonné « Plus de coke, plus d'interviews » quand sa réserve était épuisée. Robert De Niro est venu le voir à l'hôpital. Cette conversation lui a sauvé la vie. Scorsese a déclaré plus tard que sans les mots durs de De Niro, il n'aurait pas survécu. Entre ses grands films, il a également réalisé un documentaire personnel en 1974 intitulé Italian American. Il a filmé ses parents dans leur appartement, parlant de la vie, de la famille et de leur voyage en tant qu'immigré sicilien. Sa mère a même montré à la caméra comment elle préparait ses fameuses boulettes de viande. Cette recette est devenue si populaire qu'elle a été imprimée au générique. Il a monté le film tout en travaillant sur Alice Doesn't Live Here Anymore. Le documentaire a donné aux gens un aperçu émotionnel brut de la famille qui l'a façonné. L'avertissement le plus dur est venu de John Sivets, un réalisateur que Scorsese admirait profondément. Après avoir regardé Boxcar Bertha, Sivets a dit « Tu viens de passer 1 an de ta vie à faire une merde. » Ces mots ont fait mouche, mais ils ont tout changé. Sivets l'a poussé à arrêter de faire des saletés et à raconter des histoires qui comptaient. Alors, Scorsese a fait Mean Streets, puis Alice Doesn't Live Here Anymore. Ce film a valu à Helen Mirren l'Oscar de la meilleure actrice, et Scorsese a su qu'il avait enfin trouvé sa voie, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant que conteur avec quelque chose de réel à dire. Fin 1976, Martin Scorsese était assis dans une salle de montage sombre fixant le montage final de Taxi Driver. Il n'avait que 34 ans, mais il savait déjà ce qu'il avait fait. Ce n'était pas seulement un film, c'était une poudrière. La scène finale était trempée de sang. 3 hommes morts dans un bordel, une jeune fille sauvée et Travis Bickle baignant dans la violence et le silence. Quand Columbia Pictures a montré le film au conseil de classification, la MPAA a menacé de lui attribuer la cote X. Cette seule lettre aurait pu tout détruire. Chunk 6. X signifiait pas de cinéma grand public, pas d'argent, pas de carrière. Scorsese a craqué. Il a menacé le studio, leur a dit qu'il volerait les bobines lui-même et qu'il s'armerait s'ils osaient toucher à son film. Mais au lieu de céder, il les a surpassés. Il s'est souvenu de la façon dont Melville décrivait le sang dans Moby Dick. Scorsese a dit au laboratoire de vider le rouge, de désaturer le sang en un ton plus profond et plus sale. Ça a marché. La violence est restée. La cote X a disparu. Taxi Driver a été sauvé par un truc de couleur et par un réalisateur qui a refusé de laisser la peur gagner. Au moment où il est arrivé à Cannes en mai 1976, l'air autour du film était déjà électrique. Quand il a été projeté le 27, la réaction a été un chaos instantané. La moitié de la foule a applaudi,
l'autre moitié a hué. Certains critiques français sont sortis en trombe lorsque les coups de feu ont commencé. C'était brut et polarisant. Mais Tennessee Williams, qui dirigeait le jury cette année-là, a vu quelque chose de plus. Il a remis à Scorsese la Palme d'Or le 28 mai. À 33 ans, Scorsese est devenu l'un des plus jeunes Américains à la remporter. Il se tenait là non pas comme une star hollywoodienne soignée, mais comme un New-Yorkais en colère et épuisé défendant ce qu'il avait fait. Il a déclaré à la presse que le film ne glorifiait pas la violence. Il révélait la maladie qui se cachait à l'intérieur des gens. Pourtant, le journal français Le Figaro l'a qualifié de propagande fasciste. Peu importe. Scorsese avait prouvé que quelque chose de terrifiant pouvait aussi être important. Mais avant même que le monde ne voie le film, Scorsese s'effondrait. Fin 1975, après avoir divorcé de Lauren Brennan, il s'est enfermé dans son appartement de Manhattan. Il avait 33 ans, était seul et perdait pied. La salle de montage est devenue sa deuxième maison, ou peut-être sa cachette. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas. Chunk 7. Il a commencé à consommer beaucoup de cocaïne. La monteuse, Thelma Maker, essayait de suivre le rythme, travaillant parfois 16 heures d'affilée à ses côtés. Scorsese a admis plus tard que la folie de Travis Bickle n'était pas une performance. C'était un miroir. Il montait sa propre dépression image par image. Et pourtant, de tout cela, le moment le plus célèbre est survenu par accident. En août 1976, le scénario disait simplement « Travis se regarde dans le miroir. C'est tout. » Mais Dairo, plongé dans le rôle, a commencé à se parler à lui-même. « Vous me parlez ?» Il l'a répété encore et encore. Scorsese a failli le couper. Il pensait que c'était trop théâtral, trop déplacé. Mais le directeur de la photographie l'a exhorté à le garder. Et au milieu d'une grève des ordures à New York, entouré d'ordures en décomposition, de bruit et de sueur, quelque chose a fait tilt. Ce moment, non scénarisé, chaotique, inoubliable, est devenu l'âme du film. En 1977, Scorsese tenait à peine le coup. Son film New York, New York a été un échec. Malgré son budget colossal de 14 millions de dollars. Il s'est battu avec Liza Minnelli à donner un coup de poing dans un mur et à sombrer davantage dans la drogue. Il a commencé à mélanger de la cocaïne avec des quaaludes, à monter de manière obsessionnelle et à rester éveillé pendant des jours. L'échec l'a convaincu que sa carrière était terminée. L'année suivante, en septembre 1978, il s'est effondré dans son appartement après une overdose. Il ne pesait que 40 kilos là. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital près de la mort. Robert Dairo lui rendait visite tous les jours. Il a apporté un livre sur Jake LaMotta. Scorsese avait toujours rejeté l'idée d'un film de boxe, mais maintenant, à peine vivant dans un lit d'hôpital, il a dit oui. Ce oui l'a sauvé. Raging Bull a été filmé en noir et blanc parce que Scorsese voulait qu'il ressemble à de vieilles photos de boxe et pour le séparer de Rocky. Les dirigeants ont dit que c'était une erreur, mais il s'y est tenu. Dairo a pris 27 kilos, passant de 66 kilos à 93 kilos, mangeant des pâtes et de la glace non-stop pour jouer le rôle du LaMotta plus âgé. La transformation était si spectaculaire que certains membres de l'équipe ne l'ont pas reconnu. Le film de 18 millions de dollars a été nominé 8 fois aux Oscars. Chunk 8. Dairo a remporté le prix du meilleur acteur et Scorsese, il était de retour. Propre, respecté, sans peur. Mais sa vie personnelle est restée chaotique. Il a divorcé de Julia Cameron en 1977, alors qu'il était encore profondément dans la dépendance. En 1969, il a commencé à fréquenter Isabella Rossellini. Elle a solo ça qu'elle est restée. Avec lui pendant certaines de ses années les plus difficiles. Mais en 1982, elle l'a quitté. Il était anéanti. Elle a ensuite épousé David Lynch. Scorsese a enfoui la douleur dans son travail. Pendant cette tempête, il a créé certains de ses plus grands films. Le chaos ne l'a pas arrêté. Il l'a alimenté. Puis,
vint La dernière tentation du Christ, le projet qui a failli le tuer. Il se battait pour le réaliser depuis 1983, mais quand il est finalement sorti, en 1988, le contre-coup a été explosif. Des manifestants ont envahi les bureaux d'Universal. Un homme s'est déguisé en dirigeant de studio et a mis en scène une fausse crucifixion. Les groupes religieux ont qualifié cela de blasphème. Bill Brightight a même proposé d'acheter le négatif du film juste pour le brûler. Scorsese a reçu des menaces de mort si graves que le FBI est intervenu. Il avait besoin de garde du corps. Les apparitions publiques ont été annulées. Le 22 octobre 1948 à Paris, des extrémistes catholiques ont lancé une bombe incendiaire sur un cinéma qui projetait le film. 13 personnes ont été blessées. 4 ont été grièvement brûlées. Cette nuit-là a prouvé que les idées pouvaient encore déclencher des incendies. En 1986, la couleur de l'argent a apporté un type d'intensité différent. Scorsese a dirigé Paul Newman et Tom Cruise dans une suite de l'arnaqueur. Son perfectionnisme a poussé tout le monde. Il exigeait des tirs de billard exacts, forçait des dizaines de prises et prolongeait le calendrier de plusieurs semaines. Cruise s'est entraîné de manière obsessionnelle, a même acheté une table de billard pour son appartement. Chunk 9. Mais pour un certain trucage, Scorsese a insisté pour utiliser un professionnel. Il ne voulait pas attendre que Cruise l'apprenne. Ses inspirations pour le film comprenaient un drame britannique de 1947 sur des nonnes qu'il a utilisé pour guider ses gros plans sur les équipes. Newman a déclaré plus tard que Scorsese lui avait donné un conseil qu'il n'avait jamais oublié. Essaye de ne pas être drôle. Dans Les Affranchis, le plan du Copacabana est devenu légendaire. Scorsese n'a pas obtenu l'autorisation de filmer par l'entrée principale, alors il est passé par l'arrière. Le résultat a été un plan ininterrompu de 3 minutes à travers une cuisine, dans des couloirs, dans une boîte de nuit. Le tout réalisé en seulement 8 prises. Cela a coûté 80 000 $ et a utilisé de vrais employés comme figurants. C'était un cauchemar technique, 47 acteurs de fond, des changements d'éclairage chronométrés et des couloirs étroits. Mais Scorsese a dit que c'était sa scène préférée qu'il ait jamais tournée. Des années plus tard, les bons gars résonneraient dans les vraies salles d'audience. En janvier 2014, Vincent Nassau, un capitaine de la famille du crime Bonanno, a été arrêté pour le vrai braquage de Lufthansa montré dans le film. Il avait 80 ans. Pendant son procès en 2015, le FBI a diffusé des enregistrements de lui se plaignant de ne jamais avoir reçu sa part. Malgré les preuves, Ashura a été acquitté le 12 novembre 2015. Il est sorti de la salle d'audience en criant libéré comme si tout cela n'était qu'un film. Après que Kundun ait été filmé au Maroc en 1996, Scorsese a rencontré Helen Morris. Elle était censée rester 1 semaine. Elle est restée 6 et 6 mois. Ils se sont mariés le 22 juillet 1999. Morris était atteinte de la maladie de Parkinson. Elle avait été diagnostiquée en 1990. Elle était dure, intelligente et venait d'une lignée qui comprenait des signataires. De la Déclaration d'indépendance et des géants de la littérature. Scorsese a qualifié sa force d'incomparable à tout ce qu'il avait jamais vu. Ils ont eu une fille, Francesca, qui est également devenue réalisatrice plus tard. Autour du Cap de la Peur, Scorsese était en couple avec l'actrice Ilana Douglas. Leur temps ensemble était intense. Ils étaient amoureux pendant le tournage de scènes violentes. Chunk 10. Elle a dit plus tard que la réalisation de sa scène d'agression brutale, pendant qu'ils sortaient ensemble, mettait Scorsese mal à l'aise, mais elle est restée professionnelle. Elle se décrivait comme une rebelle. Elle n'était pas sûre de la raison pour laquelle Scorsese l'aimait, mais ils partageaient un amour pour les vieux films et les albums de Mel Brooks, se citant des répliques comme des enfants. En 1995, Casino a failli être interdit. La MPAA a exigé 18 minutes de coupe à cause de la violence, en particulier la scène de la tête dans l'étau. Scorsese s'est défendu.
Il a filmé de fausses scènes de torture juste pour distraire les capteurs. Il a fait valoir que tout provenait de vraies cassettes du FBI. Ça a marché. Après 3 mois d'appel, il a obtenu une cote R avec à peine quelques changements. Le film est resté brutal et le système a cligné des yeux en premier, même en 1993 quand il a réalisé. Le temps de l'innocence, Scorsese n'a pas pu se séparer de la violence. Il n'y avait pas de sang, pas d'armes à feu, juste un moment dans une calèche où 2 personnes ne pouvaient pas dire ce qu'elles voulaient. Il a dit que cette scène était plus violente que Raging Bull, pas physiquement, mais émotionnellement. Il a fallu 12 prises pour la réussir. Il avait passé 6 mois à étudier comment les gens, dans les années 1870, retenaient ça, leurs sentiments, comment le silence pouvait couper plus profondément que n'importe quel couteau. Les critiques ne l'ont pas compris au début, mais il a obtenu 5 nominations aux Oscars. Cela a prouvé que même sans sang, Scorsese pouvait encore vous donner l'impression d'avoir été frappé à l'estomac. En 2001, quelques journalistes chanceux ont pu regarder une version de Gangs of New York que presque personne d'autre n'a jamais vue. Elle était plus longue, plus profonde et n'avait pas la narration en voix off qui a fini dans la version sortie plus tard. Martin Scorsese avait réalisé une épopée de 3 heures et 36 minutes dans laquelle il avait mis toute son âme. Mais quand Harvey Weinstein l'a vue, les choses ont mal tourné. Weinstein l'a réduite à seulement 2 heures et 47 minutes. Près d'1 heure entière a été arrachée. Il n'a même pas essayé de cacher ce qu'il avait fait. Il s'en est vanté, disant que la vraie action n'était pas dans le film, mais dans la salle de montage. En avril 2003, le New York Times a déclaré que Scorsese et Weinstein étaient en guerre. Scorsese s'est senti écrasé. Il a dit plus tard à GQ qu'il ne voulait plus jamais faire de film de cette façon. Il a failli quitter Hollywood pour de bon. Chunk 11, c'est un Chunk 11. Mais pendant qu'il se battait avec les studios, la vie en dehors de la caméra est devenue encore plus compliquée. En 1999, seulement 4 mois après avoir épousé Ellen Morris, Scorsese est redevenu père à 57 ans. Leur fille, Francesca, est née le 16 novembre. Mais derrière cette joie se cachait la peur. Ellen avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 1949. Elle avait 51 ans lorsqu'elle est tombée enceinte et sa santé en a fait une grossesse à haut risque. Pendant ce temps, l'asthme de Scorsese rendait sa propre vie imprévisible, surtout avec les longues journées sur le plateau. Les années ont passé et l'état de Helen s'est aggravé. En 2024, Francesca a partagé sur TikTok comment sa mère est maintenant confrontée à la démence causée par la maladie de Parkinson et doit souvent être emmenée aux urgences pour des chutes, des fractures, des infections. Ces batailles pilonitas and balailles personnelles ont discrètement façonné la façon dont Scorsese voit tout, puis vint les infiltrer. En 2007, après des décennies de quasi-échec, Scorsese a finalement remporté l'Oscar du meilleur réalisateur. Le film a explosé avec la tension et s'est terminé par un moment qui a divisé le public. Alors que la scène finale s'estompait, un rat a rampé sur le rebord d'une fenêtre. Certaines personnes ont aimé le symbolisme. D'autres ont détesté à quel point c'était évident. Mais Scorsese avait enfoui l'idée de trahison au plus profond du film. Frank Costello parlait de rat tout en discutant sans le savoir avec un policier infiltré. Le rat n'était pas seulement un rongeur, c'était un avertissement. Pourtant, le plan était si controversé que les fans ont lancé des campagnes demandant que le rat soit retiré des versions futures. Malgré tout cela, le film a rapporté 291 millions de dollars dans le monde. C'était son plus grand succès ce grand succès au box-office jusqu'au Loop de Wall Street. 3 ans avant Les Infiltrés, Scorsese avait déjà montré un autre type d'obsession avec Aviator, sorti en 2004. Le film suivait la vie troublée de Howard Hughes et son trouble obsessionnel compulsif en spirale. Scorsese n'a pas seulement réalisé le film, il y a mis son propre perfectionnisme. Il s'est assuré que DiCaprio montrait tous les détails. Même Hughes s'enfermant dans une pièce propre pendant 3 mois, répétant des mots comme la voix cima de l'avenir encore et encore.
La scène de l'accident de 1947, où Hughes a failli mourir, a été recréée à l'aide de véritables images de l'accident et de répliques grandeur nature de son avion. Le film a coûté 110 millions de dollars à réaliser et est allé aussi loin dans l'esprit de Hughes que Scorsese l'osait. Chunk 12. L'auteur Dennis Lean, regardant la performance de DiCaprio, a déclaré que l'acteur en savait plus sur le personnage que lui et que c'était lui qui avait écrit le scénario. Puis vint un changement que personne n'avait vu venir. En 2010, Shutter Island a tout changé. Pour la première fois, Scorsese est entré pleinement dans le monde de l'horreur. Le thriller psychologique est sorti le 19 février 2010 avec un week-end à 41 millions de dollars, prenant la première place au box-office. Il y est dû rester pendant 2 semaines avant qu'Alice au Pays des Merveilles ne le détrône finalement. Avec un budget de 80 millions de dollars, le film a rapporté près de 300 millions de dollars. Scorsese avait fait un pari sur une histoire sombre pour adultes dans un monde rempli de suites de super-héros et il a gagné. Il a révélé plus tard qu'il avait commencé à lire le scénario à 22h30 un soir, même s'il avait une matinée tôt et qu'il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. DiCaprio, encore une fois son leader, a tout donné au rôle de Teddy Daniels. C'était leur 4e film ensemble depuis Gangs of New York, mais la course la plus folle est venue avec Le Loup de Wall Street en 2013. C'était brut, fou et presque interdit. Avec 569 utilisations du mot en F, il est devenu le film le plus rempli de jurons de l'histoire. Au Moyen-Orient, les capteurs ont coupé 45 minutes complètes, le faisant passer de 3 heures à 2 heures et 15 minutes. Les EEE ont réalisé une version pour toute la région du Golfe, déjà précoupée avant l'examen officiel. Le Liban et l'Inde ont supprimé des scènes entières, y compris des orgies homosexuelles, et le comportement scandaleux de Jonah Hills. La sortie au Qatar a été tellement massacrée que les cinéphiles ont averti les autres de ne pas la regarder. Le Kenya l'a complètement interdit. Dans le Dubai Mall, les cinémas ont affiché des panneaux s'excusant pour les mots mis en sourdine et les scènes manquantes. Ce qui a frappé les cinémas dans de nombreux pays n'était pas le film de Scorsese, c'était une ombre de celui-ci. En 2016, Scorsese a finalement sorti Silence, un film qu'il essayait de réaliser depuis 28 ans. Il racontait l'histoire de jésuites du 17e siècle au Japon qui étaient chassés et torturés pour leur foi. Certains ont été crucifiés au bord de la mer, leur corps brisé par les vagues déferlantes pendant 4 jours. D'autres ont été pendus la tête en bas, saignant lentement. Une prime de 500 pièces d'argent était versée pour chaque prêtre capturé. Les profondes convictions religieuses de Scorsese ont rendu l'histoire personnelle. Le méchant, Inoue Masashige, a affirmé que le christianisme ne pouvait pas survivre au Japon, le comparant à une plante étrangère qui se flétrit dans un mauvais sol. Même les mots de base ont été tordus. Lorsque les missionnaires ont dit « Fils de Dieu », les villageois ont entendu « Fils de Dieu ». Le film a montré ce que cela signifiait de s'accrocher à la foi lorsque le monde essayait de l'arracher. Junk. 13. En 2019, Scorsese a de nouveau stupéfié tout le monde avec The Irishman. Il durait près de 3 heures et demie et a pris 4 ans à réaliser. Mais ce qui a le plus choqué les gens, c'est la technologie derrière. Il voulait que Dairo, Pacino et Pesci apparaissent jeunes sans utiliser les points de capture de mouvements habituels ou les plateformes faciales. Le superviseur des effets visuels, Pablo Hellman, a créé une toute nouvelle méthode. Il lui a fallu 2 ans juste pour développer la technologie. Et quand il a lu le scénario de 170 pages du jour au lendemain, il a dit « oui » immédiatement. L'histoire suivait Frank Sheeran, un homme qui prétendait avoir tué le dirigeant syndical Jimmy Hawwa, un mystère toujours non résolu. Ce n'était pas seulement une histoire de crime, c'était le revoir de Scorsese à une génération. À l'origine, il avait prévu cette technique de dévieillissement pour un film sur Sinatra, mais cela ne s'est jamais produit. Puis, en 2020, tout s'est arrêté. La COVID-19 a frappé et Scorsese, maintenant âgé de 77 ans, s'est retrouvé enfermé chez lui, incapable de travailler. Au début,
il a ressenti un soulagement. Pour une fois, il n'avait pas de date limite, mais bientôt, cette paix s'est transformée en crainte. Il a réalisé un court-métrage sur ses sentiments diffusé sur Lockdown Culture de BBC2 en mai. Il a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que le silence soit aussi lourd. Alors que sa nomination aux Oscars pour The Irishman flottait en arrière-plan, Scorsese pensait à la mort, non pas dans un scénario, mais dans la vraie vie. Dans des interviews, il a dit qu'il laissait tout aller. Il a parlé de diviser ses biens, de décider qui obtiendrait quoi, et de se préparer au moment où il devrait lâcher prise de l'existence elle-même. Mais tout de son passé n'est pas resté enterré. Son documentaire de 1970, Street Scenes, a soudainement refait surface sur YouTube. On le croyait perdu à jamais. Le film, en noir et blanc, a capturé les manifestations contre la guerre du Vietnam à New York et à Washington. Scorsese l'a réalisé alors qu'il était encore étudiant à l'Université de New York, et l'un des caméramans était un jeune Oliver Stone. Le film donnait un aperçu brut des manifestants inondant Wall Street, se heurtant à la police, marchant vers DC. Ce n'était pas seulement un projet étudiant. C'était une capsule temporelle des troubles américains et du feu précoce à l'intérieur de l'âme de cinéaste de Scorsese. Pourtant, certains de ses plus grands rêves ne se sont jamais réalisés. Chunk 14. Le biopic sur Frank Sinatra était bloqué dans les limbes depuis 1999. D'abord, c'était Travolta, puis Hanks, puis DiCaprio. Mais la famille Sinatra ne voulait pas que Scorsese raconte toute l'histoire, surtout pas la partie sur les liens avec la mafia. En 2017, Scorsese a abandonné. Il a dit que c'était fini. Mais en 2024, des rumeurs sont revenues. DiCaprio était toujours prêt. Jennifer Lawrence était pressentie pour jouer Ava Gardner. Ils ont même fixé une date, mais encore une fois, elle a été annulée. Un autre rêve qui s'est évanoui était un film sur Jésus dans le Manhattan moderne. Il imaginait le Christ marchant parmi les alcooliques du Bowery, la crucifixion se produisant sur les docks. Mais après avoir regardé l'Évangile, selon saint Matthieu de Pasolini, Scorsese a estimé que ce film avait déjà dit ce qu'il voulait dire, et il a abandonné le projet. Il y en avait d'autres. Un biopic sur George Gershwin, une histoire sur les Ramones, une comédie musicale mettant en vedette David Bowie et Robert De Niro. Chacun s'est effondré. Les scénarios ont été réécrits. Les acteurs se sont retirés. Les studios sont passés à autre chose. Certains ont été annulés discrètement. D'autres ont dérivé dans la légende hollywoodienne. Mais à travers chaque histoire inachevée, chaque bataille, chaque image coupée et chaque rêve perdu, Scorsese n'a jamais cessé d'essayer. Sa carrière est devenue plus que de simples films. Elle est devenue un combat pour la vision, pour la vérité et pour le temps.